وطني جنة الناس حاسدينها على أمجادها وعلى مفاتنها يلي قنالك رجعت. Voilà, donc on vous le disait en début d'émission, le président Abdel Fattah el-Sisi est arrivé samedi au Koweït pour des pourparlers avec l'émir du Koweït sur le renforcement des relations bilatérales et la coordination commune au sujet des questions régionales et internationales d'intérêt commun. Selon un rapport publié samedi par l'agence de presse du Moyen-Orient, la visite du président el-Sisi au Koweït revêt une grande importance compte tenu des défis de taille auxquels sont confrontés le monde arabo-musulman. Et pour parler de cette visite, nous avons le plaisir d'avoir avec nous, cette fois-ci sur le plateau, Dr Nesrine Chokri, journaliste. Bonjour. Bonjour. Bonjour et bienvenue. Merci. Alors, lorsqu'on voit les rapports, on voit que le Koweït est quand même un partenaire commercial très important pour l'Égypte. Il est le troisième dans le monde arabe, dans les partenaires arabes, après les Émirats arabes unis et l'Arabie saoudite. Ils ont même atteint les échanges commerciaux de 1,74 milliard de dollars en 2017. C'est un partenaire fort. C'est un partenaire fort, pas seulement sur le plan économique, bien sûr sur le plan économique il faut le reconnaître, puisque déjà la présidence de la République a commencé depuis que le président Abdel Fattah el-Sisi est arrivé au pouvoir, à accorder un intérêt majeur aux dossiers économiques, c'est-à-dire que les dossiers politiques et diplomatiques restent importants parce que c'est une des traditions de la diplomatie égyptienne, mais à côté de cela vient aussi le dossier économique qui devient aujourd'hui important, voire même imposant dans les relations entre l'Égypte et plusieurs pays dans le monde. Alors, oui, bien sûr, les relations avec le Koweït sur le plan commercial et économique sont très importantes. Il y a des partenariats. Le président signera aujourd'hui plusieurs accords qui sont surtout, je dirais, articulés sur le plan économique et commercial. N'oubliez pas que l'Égypte, en mettant en place plusieurs zones économiques et logistiques dont l'axe du canal de Suez, est prête à recevoir des investisseurs de différents pays du monde, et bien sûr les frères arabes dont, comme vous venez de les citer, l'Arabie saoudite, les Émirats arabes unis et le Koweït seront toujours les bienvenus sur le territoire égyptien, parce qu'on ne parle pas seulement de relations qui visent des intérêts communs, ou des intérêts mutuels entre les deux pays, mais il y a aussi des relations de fraternité historique et stratégique, bien sûr. Alors, si on reprend un peu l'histoire des relations entre les deux pays, lors de l'invasion du Koweït dans les années 90, l'Égypte a été au secours du Koweït, que ce soit par sa présence sur le terrain koweïtien, ou encore en ouvrant ses portes vraiment qui étaient ouvertes chaleureusement au peuple koweïtien. Donc vraiment, on parle de relations qui ont des bases historiques très importantes. Mais aussi, il y a une importante diaspora égyptienne au Koweït qui travaille et qui vit là-bas, qui contribue d'abord au développement du Koweït, mais qui aussi réalise un certain bénéfice personnel et financier. Donc vraiment, ce sont des relations qui sont, je dirais, difficile même à voir comme ça, comme un tableau très simple, tellement c'est comme je dirais un tapis où les fils se sont entrelacés et vraiment ont formé un grand tableau de fraternité arabe. Côté stratégique aussi, n'oublions pas que le monde arabo-musulman et à l'époque actuelle, je dirais, face à plusieurs challenges, face à plusieurs défis. D'abord, il y a la région du Golfe arabe, où il y a des escarmouches parfois, des tumultes parfois avec... dernièrement surtout, avec l'Iran. Avec l'Iran, exactement. Donc l'Égypte a à maintes reprises et à maintes occasions confirmé son alignement sur les frères arabes, sur les solidarité aux pays du Golfe, aux pays arabes. Donc c'est une importance je dirais, c'est un lien très important. Et à plusieurs reprises, l'Égypte insiste à le confirmer. Et cette visite vient en plus de renforcer les relations économiques, de le confirmer. Mais il ne faut pas aussi oublier que
Le Koweït, dans la région du Golfe, il joue un peu le rôle de la force, voilà, la force douce, le médiateur, oui. la voix, je dirais, qui reste conciliée avec tous les acteurs, même si parfois ses propres intérêts sont, je dirais, en atteinte par certains acteurs du Golfe, comme c'est le cas avec le Qatar, par exemple. Exactement. Le Qatar porte atteinte aux intérêts du Koweït, mais pourtant le Koweït garde cette voix de force douce dans la région et continue à jouer le rôle de médiation entre le Qatar et les pays du Quatuor, du Quartet, entre autres l'Égypte, les Émirats, l'Arabie Saoudite et Bahreïn. Donc vraiment, ces liens de fraternité sont vraiment des liens de fraternité complémentaires qui permettent à l'Égypte de réaliser ses intérêts, mais aussi qui permettent aux Arabes de défendre leurs intérêts, notamment à cette phase très, je dirais, critique, puisque déjà, on voit que même les États-Unis, l'Iran, il y a une sorte de conflit, un conflit qui est tantôt sourd, tantôt, je dirais, criant, et par conséquent, les partenaires arabes ont besoin constamment de discuter, de dialoguer, d'examiner la situation pour garantir que leurs intérêts soient protégés. Il faut aussi mettre, je dirais, cette visite dans le cadre du déplacement du président Abdel Fattah el-Sisi, parce que le président, ça fait presque une semaine maintenant, qui a fait des déplacements importants et qui ont tous visé presque les mêmes objectifs. Même si à chaque fois il y avait des partenaires différents, les mêmes objectifs étaient là. Alors, d'abord, une présence très importante de l'Égypte au G7. N'oublions pas que l'Égypte préside l'Union africaine et par conséquent, en présidant l'Union africaine, sa présence au G7 est très importante. D'abord, pour présenter la vision de l'Afrique vis-à-vis plusieurs dossiers, dont la lutte contre le terrorisme, l'environnement aussi, qui devient un dossier de plus en plus pesant. À la une vraiment des discussions, et aussi les partenariats économiques qui pourraient réaliser à la fois le développement et l'enrichissement de l'Afrique. Donc une présence au G7 très importante, plusieurs dossiers ont été discutés. En marge de cela aussi, le président Abdel Fattah el-Sisi s'est entretenu avec plusieurs leaders et présidents importants sur la scène internationale, dont le président Macron, le président français Emmanuel Macron, mais aussi le président américain Donald Trump et le Premier ministre britannique Boris Johnson. Donc, et la chancelière Angela Merkel. Et la chancelière, oui, Angela Merkel. Donc tout ça a permis en quelque sorte de revoir certains dossiers très chers à l'Égypte, parce que vraiment ils sont importants pour nous, comme notamment et surtout la lutte contre le terrorisme. C'est ça. Après ce déplacement-là, le président Abdel Fattah el-Sisi a représenté encore l'Égypte et l'Afrique au 7e sommet de TICAD au Japon, à Tokyo. Et là, vraiment, on a vu que le côté économique était, je dirais, plus important. Mais aussi, il y avait un nouveau dossier qui s'est imposé, c'était la technologie. Et la technologie, vous savez que le Japon, c'est le meilleur pays au monde à parler de technologie. Et donc, là, le président Abdel Fattah el-Sisi a essayé, en tant que vraiment père de famille de tous les Africains, de mettre en place des accords de partenariat, surtout basés sur l'apport de la technologie japonaise au continent africain. Et je crois que ce dossier est beaucoup plus important que le dossier économique, parce que la technologie peut permettre de réaliser un élan ou un essor très important sur le plan économique plus tard. Sachant que le président Abdel Fattah el-Sisi, ça fait un moment qu'il travaille sur un gros dossier qui est l'intelligence artificielle. Voilà. Et donc pour lui, c'est un sujet, exactement, c'est un sujet qui lui tient à cœur, puisqu'il n'y a personne dans la région du Moyen-Orient, Afrique, qui a l'intelligence artificielle à part Israël. Et donc l'Égypte veut vraiment s'imposer comme leader dans ce domaine-là. Et ça n'a pas été caché dans les différents forums des jeunes, que ce soit des forums nationaux ou internationaux.
Et le président Abdel Fattah el-Sisi a veillé, soit à travers son discours en le disant clairement que des jeunes seront formés pour ce domaine-là, soit encore à travers la décoration de jeunes créateurs et innovateurs. Il ne l'a pas caché et vraiment c'est un des axes du déplacement de l'Égypte. Mais il y a eu aussi au Japon la lutte contre le terrorisme qui s'est imposée sur les dossiers parce qu'en fait le terrorisme n'est plus un fléau régional, c'est vraiment un fléau international qui menace tous les acquis de la technologie, tous les acquis de du développement et de l'économie. Et je crois que ce dossier-là, la lutte contre le terrorisme, qui est lié d'une manière très étroite à la sécurité nationale, qui a permis, qui constitue en fait le fil conducteur de tous ces déplacements-là, puisqu'il a été traité au G7 à Biarritz en France, puis ensuite à Tokyo au Japon, et puis après, et puis ensuite reprise au Koweït. Aujourd'hui, les photos ne mentent pas d'ailleurs. Hier soir, quand les premières photos ont été diffusées sur l'arrivée et la réception réservée au président Abdel Fattah el-Sisi au Koweït, on a l'impression que le président le président Abdel Fattah el-Sisi, il a cette attitude qui reste très formelle, parce que c'est quand même un homme d'armée, il a toujours une attitude très formelle. Mais même quand il se décontracte un peu, ça reste toujours très formel, mais on voit la décontraction. C'est vrai. Et puis, hier, au Koweït, les photos ne mentent pas. Il y a une sorte de décontraction à l'arrivée du Koweït, un sourire qui ne ment pas, qui traduit une certaine chaleur des relations et un rapprochement très clair entre les deux dirigeants. L'émir du Koweït avait des yeux plus, je dirais, parlants. Et on voit déjà à partir des photos que il y aura un nombre d'accords économiques et commerciaux qui seront signés dans une ambiance conviviale, fraternelle et familiale très arabe. Alors, pour revenir un petit peu aussi au Japon, vous avez noté un point très important, celui la lutte contre le terrorisme, effectivement. Et au Japon, c'était important puisque l'Égypte aussi s'attaque à la lutte contre le terrorisme via Internet, cybersécurité, qui est un énorme dossier également. L'Égypte a rappelé plusieurs fois que la lutte contre le terrorisme se faisait sur différents plans. Et Internet, on sait que c'est par là, malheureusement, que le recrutement se fait et qu'il était important de traquer aussi les terroristes via Internet. En fait, il y a presque un mois, mais malheureusement, cette conférence n'a pas été très médiatisée. Il y avait une conférence qui a été tenue en Égypte, à Sharm el-Sheikh, sur la lutte contre la cybercriminalité. Et malheureusement, on n'a pas trop médiatisé cette conférence, mais je crois qu'elle constitue une des plus importantes conférences qui ont été mises en place en Égypte au cours de la dernière période. Alors, elle s'attaquait à deux points. D'abord, quand on parle de cybercriminalité, il y a deux types de crimes qui sont majeurs pour les pays. Je ne parle pas pour les personnes ou les individus, mais pour les pays. D'abord, le vol de données, parce que c'est vraiment très important. Ensuite aussi les codes qu'utilisent certains, et Daesh d'ailleurs a réussi dans ce domaine, certains terroristes pour envoyer des messages codés et chiffrés à leurs partenaires. Que ce soit pour recrutement ou que ce soit pour ordre. Recrutement ou pour ordre. Et je me rappelle que une fois, en tant que journaliste, j'avais eu la chance de rencontrer un membre du service de l'intelligence militaire en Belgique. Il avait dit que malgré tous les efforts déployés et toute la technologie qui a été faite, parfois c'est très difficile de décoder ces messages-là parce qu'ils sont envoyés via, alors là ça m'a vraiment choqué, des jeux. Voilà. Oui, il y a des jeux vidéo. Des jeux vidéo et donc par conséquent, c'est très difficile de les décoder, de savoir même que ce jeu vidéo transporterait un message qui soit bénéfique, qui soit maléfique à l'humanité. Alors là, vraiment, c'est un des domaines, et je crois que l'Égypte, avec son expertise dans la lutte contre le terrorisme, mais aussi ce que l'Égypte dispose, ce dont elle dispose, c'est quelque chose qui est très rare. C'est pas seulement l'expertise de lutte contre le terrorisme, c'est une large base de données
Concernant les profils des terroristes et leur façon de penser, cela est dû vraiment à une longue bataille contre les terroristes, contre le terrorisme pendant des années. Et par conséquent, l'Égypte peut prévoir ce qui peut être fait ou ce que les terroristes peuvent vouloir faire. Et bien sûr, le Japon a une énorme, je dirais, une énorme compétence, une compétence sans égale dans le domaine de la technologie. Et je crois qu'une coopération entre les deux parties, les deux côtés, serait très importante pour garantir une lutte contre la cybercriminalité, surtout celle qui est liée au terrorisme, et qui serait vraiment bénéfique à toute la planète. Finalement, le fait que l'Égypte tienne la présidence de l'Union africaine apporte beaucoup au continent africain, de par son côté historique, de ses partenaires également dans la région, mais aussi au-delà des frontières. Je pense que cette année de présidence va marquer les esprits pendant un moment. Je crois que oui. D'abord, il y a l'Égypte, comme vous disiez tout à l'heure, son histoire, ses liens aussi historiques avec le continent africain. On ne pourra jamais oublier qu'un souffle, une brise d'indépendance a été soufflée envers l'Afrique grâce au président Gamal Abdel Nasser. Mais il y a aussi la personnalité du président Abdel Fattah el-Sisi qui est quand même quelqu'un qui a beaucoup de charisme, comme les Africains le disent eux-mêmes. Qui a beaucoup de charisme, qui insiste à être présent sur la scène, qui a beaucoup d'aspirations, de rêves, d'objectifs, et qui ne le cache pas. Et je crois que cette présence forte, cette insistance, cette persévérance va marquer bien sûr les esprits africains pendant une certaine période. Et je crois aussi qu'elle a mis en place des projets qui devraient se poursuivre dans les prochaines années. Donc que ce soit l'Égypte soit là pour présider l'Union africaine ou pas, déjà il y a des bases qui ont été mises en place et qui devraient se poursuivre pour donner en fin de compte un projet, je dirais, intégral qui rapprocherait tous les Africains. Donc c'est une année vraiment... j'espère qui devrait se compléter à travers une décennie de réussite. Même la campagne de l'hépatite C a été retransmise dans différents pays africains. Oui. Donc c'est déjà quelque chose d'énorme. Oui, bien sûr. Bien sûr, elle a été reconnue même par le président de l'OMS. Oui, en fait, déjà il faut se rappeler avant, il y a 2 ans, 3 ans, comment beaucoup de personnes en Égypte, une fois atteintes d'hépatite C, n'attendaient que la mort. Et avant, des mois de souffrance avant la mort. Aujourd'hui, les gens en parlent comme si c'était une grippe et ils peuvent en guérir facilement. Et même durant ce temps, depuis à peu près 2 ou 3 ans, il y avait plein de soupçons concernant cette campagne. Oui, oui. On a même parlé d'un médicament, même avant que les gens puissent guérir. Ouais. On a parlé d'un médicament qui cause la perte de vue. Oui. Et personne n'y croyait. Oui, et que ce n'est pas vraiment un médicament. Il y a eu tant de rumeurs, mais c'est devenu habituel maintenant. Il y a toujours avec chaque projet, chaque méga projet, chaque rêve, chaque aspiration, une campagne, une contre-campagne de rumeurs infondées mais malheureusement ça tombe à l'eau, c'est-à-dire que finalement ça sert à rien et les projets se poursuivent. Je pense que l'Égyptien commence à voir la vérité, à prendre du recul. Ouais. Peut-être pas avoir automatiquement les vérités, mais à prendre du recul face aux rumeurs, parce que vraiment, finalement, avec le temps, avec les chiffres, avec l'expérience, les vérités sont dévoilées et on voit bien qu'il y a des choses qui ne peuvent pas être même logiques ou raisonnables. De toute façon, les déplacements du président vont se poursuivre, je crois, pour continuer à consolider le dossier économique, puisqu'il l'a dit depuis son arrivée au pouvoir, c'est pour lui une des priorités. Bien sûr, le côté diplomatique et politique, qui est une tradition de tous les présidents égyptiens, va se poursuivre. Et je crois que
j'espère aussi que le dossier du terrorisme pourra dans les prochaines années apporter plus de fruits, non pas seulement pour l'Égypte ou la région, mais pour toute la planète. Ah, vous avez noté une chose très importante, et qu'on fait beaucoup attention, surtout les médias, c'est les regards. On a vu durant le G7, le président Abdel Fattah el-Sisi, lorsqu'il arrive dans un pays ou une conférence, les rapports ne sont plus devenus comme avant. On voit un certain respect, une reconnaissance pour les efforts qui ont été faits durant ces dernières années. L'Égypte qui était dans un chaos total, aujourd'hui elle arrive à se présenter, elle est le leader de la région, donc elle se présente mais avec force et avec certitude elle est bien présente sur la scène internationale. Mais on voit aussi qu'il y a des partenaires, des alliés, où les regards ne sont pas les mêmes, comme par exemple hier, lorsque le président Abdel Fattah el-Sisi, on a vu les regards effectivement avec Cheikh Sobah, quand ils se regardaient, on voit cette amitié, ce respect, cet amour. On voit avec certains acteurs, on voit ces choses-là. Avec les Émirats aussi, c'est pareil. C'est normal parce qu'il y a de longues histoires d'amitié entre ces pays arabes. D'abord, ce sont des pays arabes. Donc, il y a un rapprochement de par l'histoire, la langue, une partie de la culture, parce qu'on n'a pas tous les mêmes cultures, mais on a une culture de base qui se ressemble. Et il y a aussi de longs partenariats, de longues, je dirais, c'est comme si c'était vraiment des moments difficiles où l'Égypte est intervenue pour aider ces pays-là, mais aussi des moments difficiles par lesquels l'Égypte est passée et ces pays-là étaient à ses côtés. Le Koweït en première ligne. Hein. Et fidèlement, et parfois dans le silence même. C'est vrai. Et donc, c'est clair qu'on le voit dans les regards. Mais quand vous parlez tout à l'heure du G7, il y avait bien sûr un certain respect, parfois de la convivialité, mais il ne faut pas oublier que le président Donald Trump, le président de l'Amérique, des États-Unis, de la plus grande puissance dans le monde, même si on a parfois des points à dire sur sa personnalité, dès qu'il voit le président Abdel Fattah el-Sisi, à chaque fois qu'il le voit, on voit tout de suite un regard de respect, parfois même de fascination, et il n'a pas manqué à le marquer sur son Twitter. Je suis en présence du président Abdel Fattah el-Sisi, dès qu'il est en présence du président. Donc il y a vraiment, oui, une situation qui a changé. En 2013, quand il y a eu la révolution du 30 juin, l'Égypte était abandonnée presque par toute la planète, sauf ses frères arabes. Et c'est pour ça qu'il y a ce lien-là qu'on ne peut pas oublier. On ne peut pas oublier le ministre des Affaires étrangères saoudien à l'époque qui est parti en France pour plaider pour l'Égypte. On ne peut pas oublier ce que les frères arabes ont fait pour nous et ce qu'on a fait pour les frères arabes. L'Occident aujourd'hui, il respecte l'Égypte pour ce qu'elle a fait, pour sa capacité à se relever, à mettre en place une institution civile, démocratique qui respecte la loi. Mais les frères arabes, ils étaient là, même quand le monde entier nous a laissés et que nul ne voulait croire en la véracité de la cause des Égyptiens. Les frères arabes étaient là, ils ont contribué par leur présence, par leur soutien, par leur appui à défendre la cause égyptienne. Et je crois que les photos d'hier qui nous ont donné beaucoup de joie de voir ces regards pleins d'amitié et de fraternité sont le fruit et la cristallisation de ces rapports-là. En 2013, moi-même, quand j'étais en France, juste après la Révolution, je me rappelais même que je faisais une formation, je me rappelais même que les professeurs qui intervenaient dans le cadre de la formation, ils se moquaient un peu de cette révolution. Ils nous disaient « Ah, mais maintenant, vous avez un membership qui est suspendu partout, l'Union africaine ne veut plus de vous, je ne sais pas quoi. » Et les frères arabes, ils étaient là pour plaider. Et il y a eu des déplacements importants. Donc je crois que c'est une leçon aussi, c'est une leçon qui rappelle que... Pourquoi quand même que lorsqu'il y avait des menaces contre les pays du Golfe, le président Abdel Fattah el-Sisi avait cette réplique. Oui, c'est une ligne rouge. Oui. Juste le temps d'arriver. Oui, une ligne rouge infranchissable et qui va demeurer infranchissable. Donc c'est important, c'est important. C'est important pour préserver les intérêts de tous les peuples arabes. D'ailleurs, même niveau sécurité, les pays du Golfe misent tout sur l'Égypte. Ils savent que leur sécurité dépend de la sécurité de l'Égypte. C'est en quelque sorte, vous savez, dans le monde arabe, il y avait 3 grandes armées, d'autres armées aussi assez grandes, 3 ou 4 grandes armées.
les autres armées, je ne sais pas une façon de... Non, mais c'est un classement international. C'est un classement international. Dans le temps, il y avait 4 grandes armées. L'armée irakienne, qui n'est plus aussi forte comme avant à cause de la situation par laquelle l'Irak est passé. L'armée syrienne, qui est malheureusement... je dirais, impliquée dans une situation sur son terrain très attristante et complexe et chagrinante. L'armée égyptienne et l'armée algérienne qui aussi actuellement qui joue le rôle d'arbitre entre les partenaires de la patrie. Donc la seule grande armée arabe qui reste et qui est présente là pour afficher la protection et la force de tous les Arabes, c'est l'armée égyptienne. Et par conséquent, sa présence, sa force, sa façon d'afficher sa dignité est un message protecteur pour tous les Arabes et un message aussi envoyé à tous ceux qui pourraient menacer les peuples arabes. Donc là, c'est vraiment très important de le savoir. Et ça en dit beaucoup. Et ça en dit beaucoup, bien sûr. Ça en dit beaucoup parce que aussi ça donne, je dirais, ça met une sorte de responsabilité qui pèse même sur les épaules des Égyptiens parce que leurs dirigeants et leur armée ne leur appartiennent pas à eux seulement, ça appartient à tout le monde arabe et que vraiment il y a un rôle très important à jouer. La majorité des Arabes en sont conscients puisqu'ils parlent d'un grand frère ou d'une grande sœur arabe qui pourrait défendre leurs intérêts en cas de problème. Et je crois que là, c'est vraiment un élément important qu'il faut souligner et qui permet en quelque sorte de consolider constamment ces liens. N'oublions pas aussi que d'autres armées, même si elles sont importantes comme l'armée saoudienne, ces jours-ci, elle est aussi impliquée dans la protection de ses propres frontières contre les attaques des milices houthis. Donc il y a vraiment plusieurs éléments. C'est vrai que l'armée égyptienne aussi, elle est impliquée dans la lutte contre le terrorisme et qu'elle veille constamment à protéger ses territoires, ses frontières aussi, que ce soit du côté de l'Est ou de l'Ouest, parce que c'est vraiment parfois pas très facile, surtout avec le chaos qui a pris en place en Libye. Mais avec l'expérience, cette armée-là, c'est comment, je dirais, gérer plusieurs dossiers en même temps, et c'est vraiment l'une des, je dirais, des valeurs ou des points positifs de l'armée égyptienne. Alors, en citant les différentes grandes armées que nous avions, j'ai eu un pincement au cœur puisque lorsqu'on voit que nous étions au moins 4 grandes et qu'aujourd'hui 3 ont été plus ou moins, on va pas dire détruites, mais affaiblies, et qu'il ne nous reste plus qu'une grande armée. C'est attristant. C'est attristant surtout que lorsque vous savez que notre armée, quand on parle de l'armée égyptienne, on dit la deuxième armée de campagne, la troisième armée de campagne. On ne parle jamais d'une première armée de campagne parce que c'était en fait l'armée de la Syrie. C'est ça. L'armée de la Syrie. Donc, parce qu'il y avait des accords dans le temps entre l'Égypte et la Syrie. Et même quand ils ont fait une sorte de désaccord, ils l'ont fait à l'amiable. Donc, la première armée restait l'armée syrienne. Donc, c'est très triste de le savoir. Mais c'est la réalité. Il faut accepter la réalité et il faut agir avec. Mais oui, ça devrait être un élément déclencheur chez nous. Et il faut savoir que, attention, c'est vraiment, je dirais... pas seulement un élément déclencheur, mais ça rappelle un peu que les menaces existent toujours et qu'elles sont pesantes. Et que les personnes qui menacent, les institutions qui menacent, les entités qui sont la source de la menace, attendent le moment opportun. Et par conséquent, il faut toujours rester vigilant et sur ses gardes. Veiller, sur ses gardes pour vraiment... Espérons pour le mieux. Espérons pour le mieux. Docteur Nesrine Chokri, c'est toujours un plaisir de vous avoir, que ce soit pour parler cinéma, politique, économie. Merci de nous faire partager avec vous toutes ces connaissances et ce savoir. Merci d'accepter déjà notre invitation. Merci à vous. D'ailleurs, j'aime bien partager mes matinées avec vous, spécialement vous en personne. Merci réciproque. Merci à vous.
Merci infiniment. Merci très chers téléspectateurs d'être avec nous tous les matins sur la TV internationale pour Bonjour l'Égypte. Je vous souhaite une excellente matinée. Merci Samar. Merci Nora, merci chers téléspectateurs et à demain pour une nouvelle édition de Bonjour l'Égypte. Au revoir.